Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le journal de la semaine est là pour vous. Alors, écoutez, on a plein de choses à voir ensemble, donc on va pas faire durer le plaisir plus longtemps. On attaque immédiatement. À l'époque où j'étais salarié, sur les pauses déjeuner, eh bien, généralement, j'allais faire des courses chez Monoprix ou Franprix, enfin, des magasins autour de l'entreprise, parce que, comme pour beaucoup de gens, eh bien, ma cantine d'entreprise n'avait pas vraiment d'option adaptée à mon végétalisme. Et autant végétarien, on pouvait s'en sortir, que vegan, non, pas du tout. Donc, j'étais un peu contraint de soit ramener ma propre nourriture, soit d'aller faire quelques courses. Et ça, je pense que c'est un peu la vie de beaucoup d'entre vous. Et j'aimais bien certains produits de la marque Céréales Bio qui faisaient des petits sachets de plats préparés, juste à réchauffer au micro-ondes. Et c'était à la fois savoureux et pratique. Pas des choses extraordinaires, mais bon, avec 2 sachets, j'avais un repas complet, j'étais content, j'étais repu, et puis j'avais pas passé un mauvais moment. Eh bien, voilà une nouvelle référence, et j'avais vraiment envie de la tester. Alors, je vais pas vous dire en souvenir du bon vieux temps, parce que je regrette pas du tout cette période, mais j'avais envie de savoir ce que cette nouvelle recette donne. Et nous sommes sur les mezzalune d'huile d'olive. Donc, ce sont des pâtes farcies à l'italienne, avec des olives vertes et des olives noires, du moins c'est ce qui est clairement annoncé. Donc je vais goûter ça et vous donner mon avis, parce que je pense que c'est exactement le genre de petit plat préparé qui rend bien service au quotidien pour beaucoup de gens dans le monde du travail. Alors bon, moi micro-ondes j'en ai pas, donc je ne vais pas pouvoir utiliser la méthode rapide, 2 minutes au micro-ondes et c'est prêt. Par contre, il est indiqué que je peux faire ça au bain-marie. Voilà, 10 minutes au bain-marie. Donc je sais ce que je vais faire tout de suite. Il suffit de laisser dans le sachet, mettre de l'eau bouillante, laisser frémir pendant 10 minutes, et c'est censé être prêt. Ce que nous allons savoir tout de suite. Allez hop, je mets mon sachet. J'ai déjà fait bouillir de l'eau pour gagner du temps. J'ai bien sûr légèrement malaxé mon sachet pour détacher les pâtes à l'intérieur. Voilà. Et c'est parti pour 10 minutes. Et voilà, 10 minutes. Je coupe le feu. Et maintenant, il faut sortir ça sans se brûler. Ah oui, ça c'est toute une affaire. Bon, ok, let's go. Ah, ça va. Bon. Hop. Bon, déjà, ça s'ouvre bien facilement. C'est fumant. Ça fait le boulot. Et voilà. Bon, ça a plutôt une bonne tête. Les pâtes ont bien tenu à la cuisson. Elles n'ont pas l'air mollasses. Il y a bien de l'olive noire. Il y a bien de l'olive verte. Promesse tenue. Goûtons ça sans plus attendre. Déjà, est-ce que le temps indiqué fonctionne? Ça a l'air, hein, ça a l'air chaud. Oui. Les 10 minutes au bain-marie, ça fonctionne. La pâte, effectivement, a gardé assez de fermeté. C'est pas ramolli. La farce n'est pas sortie non plus, parce que c'est un truc qu'on voit assez souvent. C'est pas mauvais. Alors, c'est pas exceptionnel, hein, on va pas mentir. C'est quand même juste des pâtes dans un sachet qu'on réchauffe. On n'en attend a priori pas un bouleversement culinaire. Mais on a quelque chose d'agréable. On a une pâte qui se tient avec une bonne mâche. La farce aurait mérité un petit peu plus d'assaisonnement, mais est agréable sous la dent. Et les petits morceaux d'olive avec la sauce tomate cuisinée, ça fait plaisir. On est sur quelque chose d'assez classique, bien exécuté. Moi, je vais vous dire, hein, à l'époque, j'avais jeté mon dévolu sur les raviolis, qui étaient aussi une recette végane. J'avais toujours un flacon de Tabasco dans le tiroir de mon bureau pour pouvoir donner le petit kick, le petit boost qui rééquilibre l'ensemble. Et ben là, c'est ce que je suggérerais. Pareil, un petit peu d'assaisonnement en plus,
et ça fera très bien le boulot. Par contre, j'insiste bien, hein, parce que un sachet, vous allez avoir faim. 2 sachets, on est bien. Un seul, c'est pas suffisant. Donc, vous ne faites pas avoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des sachets repas ou des trucs comme ça en disant bon bah voilà, ça fera mon repas, et puis qui ressortent déçus. Mais je ne sais pas qui a mangé avec un sachet. Enfin, pas des gens de mon gabarit en tout cas, ça c'est certain. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience, sans prétention, sur cette nouveauté de céréales bio. À voir si cette nouvelle recette trouve son public. Moi, je sais qu'à l'époque, j'en étais assez friand, et en goûtant ça, je me dis, oui, si j'étais dans la même situation de devoir acheter des sachets régulièrement pour les pauses déjeuner, je pense que j'en rachèterais en alternance avec les autres. Ça fait un bout de temps que je vous ai pas parlé de jeux vidéo. Bon, pour ceux qui le savent, je reste un joueur, bon, j'allais dire impénitent, non, c'est pas vrai. Je me suis largement calmé, mais je reste toujours très attiré par l'univers du jeu vidéo, et aujourd'hui, même si je ne joue que sur mon iPad ou mon iPhone, bah voilà, je me tiens au courant de ce qui se passe, et je prends plaisir à tester des choses. Et c'est le cas d'un jeu, j'aurais tendance à dire improbable, sur lequel je misais pas grand-chose, c'est Mighty Doom. Et Mighty Doom est tiré de la fameuse licence Doom, le premier first-person shooter de l'histoire. C'était quoi 93, je pense, peut-être 94. Bref, j'y ai passé des heures. Doom, c'est mythique. Doom, c'est le jeu exutoire par excellence. Et ils en ont fait un petit jeu mobile, mais qui n'est pas justement un FPS. C'est un jeu type arcade, qui fait beaucoup penser, bien sûr en plus moderne, en plus dynamique, à ce qu'a pu définir le genre de Space Invader, à savoir, vous avez un point qui tire sur des éléments qui bougent, mais tout ça à plat. Voilà, c'est un classique. Et là, j'avoue que quand ils ont annoncé qu'ils faisaient Doom sur ce mode de jeu, je me suis dit, ouf, ça, oui, bon. Et ben en fait, ça fonctionne bien. Concrètement, on a un jeu hyper dynamique, assez speed, où on perd pas une seconde avec que de l'action. On va devoir effectivement shooter tous les monstres, démons, créatures qui vont arriver face à nous, éviter leurs tirs, comme les grands classiques du genre, hein. Sauf que voilà, vous avez une vue par-dessus, et puis c'est un peu version cartoon en termes de design. C'est gentiment gore, savoir oui effectivement ça saigne, ça gicle dans tous les sens, il y a des morceaux de carcasse, parce que c'est Doom, et qu'il peut pas en être autrement. On a une musique un peu métal-indus qui vient soutenir l'action comme il se doit. Bref, on reste dans l'ambiance, même si au premier abord ça a l'air mignon. Le jeu, lui, est assez jouissif. Alors oui, ce sont des tableaux très courts, expéditifs. En quelques secondes, on a fait le niveau, et le tout est de bien gérer son niveau de points de vie pour pouvoir passer au tableau suivant. Chaque niveau de jeu est constitué d'à peu près 30 à 40 levels qu'il va falloir passer. Il y a des boss de fin de niveau à devoir passer. On est dans les archétypes du genre. Mais ce que j'ai apprécié, c'est à la fois l'ambiance, le dynamisme, et on retrouve cette énergie, ce côté exutoire. Ça fait du bien. C'est pas un jeu intelligent, c'est pas un jeu qui demande beaucoup de réflexion. C'est même pas vraiment un jeu de réflexe, sachant que vous n'avez pas à tirer, c'est du tir automatique. Encore une fois, exactement comme les poncifs style Space Invader. Vous avez juste à déplacer votre personnage pour esquiver les tirs et vous rapprocher de vos ennemis pour faire des trucs. Parce que oui, il y a plein d'options. Vous allez réussir à faire ce qu'on appelle des glory kills qui vous permettent de récupérer de la vie ou avoir des effets et gagner plus de points. Vous allez avoir différents récompenses avec les points accumulés qui permettent de booster vos armes ou vos aptitudes. Donc le jeu, on en fait vite le tour quand on a compris les mécaniques de ce qu'il est préférable de choisir comme option pour améliorer ses armes. Et puis voilà. Bref, moi j'aime bien. Si vous avez envie de vous défouler,
allez-y, le jeu est gratuit, il y a des options d'achat pour booster les trucs, ça ne sert strictement à rien, donc inutile de passer par cette case-là. Je vous le dis, c'est pas le jeu le plus intellectuel du monde, mais ça fait un bien fou. Franchement, ça fait un bien fou. Bon, les amis, aujourd'hui, je suis très content de vous présenter un établissement qui est dans un quartier où on n'a pas l'habitude de voir justement une offre végane. Ouais, voilà. Vous l'avez compris, je suis de l'autre côté de la Seine, à l'opposé du 10e. On divise par deux, nous sommes dans le 5e arrondissement. On n'est pas très loin du Jardin des Plantes. On est à 2 pas de Notre-Dame et nous sommes chez Vegan, qui est un tout petit établissement tout rose, avec une restauration simple, mais qui m'a l'air bien gourmande. Vous l'aurez vite compris, c'est vraiment adapté à un lunch. Vous avez d'un côté des Pokéballs, il y en a 3. Alors, comme ça, on est bien, il n'y a pas pléthore d'options incontrôlables à la qualité douteuse. Là, vous avez plutôt des signatures autour de simili. Un simili thon, simili saumon et un simili poulet. Et ensuite, vous avez des sandwichs, les sandwichs toastés. Et là, pareil, il y en a 3. Moi, j'aime bien des cartes très réduites. Ça veut dire qu'il y a une meilleure maîtrise. Et ben, franchement, moi, je vais aller sur un sandwich toasté. Ça me plaît beaucoup plus qu'un Pokéball. Et là aussi, il y a plein de boissons, des jus, des trucs comme ça. Et je vais me laisser tenter aussi. Bah oui. Et ne vous moquez pas de moi, je vais prendre le Green Detox. Oui. On a du concombre, de l'épinard, de la menthe et du citron vert. Bah moi, c'est quelque chose qui me parle bien, surtout qu'il fait chaud. Et je pense que ça va être bien désaltérant et pas lourd. Et alors, pour le sandwich, j'ai jeté mon dévolu sur le Firenze Tartufo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pain de mie végétal, bacon végétal, chou rouge, sauce truffe, roquette, concombre. Très bien. J'attends de voir. Mais sur le papier, moi je me dis, c'est un bon sandwich. Bon alors, ce Green Detox, voyons ce que ça vaut. Bon, comme prévu, c'est très frais. Très verdoyant en bouche. Et par contre, il n'y a pas de sucre. Ce qui m'arrange, hein. Je suis très content. Je n'aime pas manger sucré en même temps. Là, c'est parfaitement adapté pour la saison. Je suis content de mon choix. C'est un très beau sandwich. Mais franchement, ça, regardez. Oh, le pain a l'air tout tendre, tout fluff. Ça me donne très envie de mordre dedans. Je suis patient parce qu'il faut que, quand même, que je me jette pas dessus comme un affamé, bien qu'il est très faim. En tout cas, j'apprécie. J'apprécie parce que visuellement, déjà, ça donne envie d'y aller. Bah donc, j'y vais. Eh ben, je peux vous dire que le sandwich est à l'avenant de son visuel. C'est généreux, c'est gourmand. Et effectivement, il n'y a pas de tromperie. C'est très bon. Il y a un bon équilibre entre les différents ingrédients. La tomate a très bon goût. Enfin, la saison est plutôt propice maintenant. La roquette bien assaisonnée, la petite mayo à la truffe très parfumée. Le cheddar végétal donne du gourmand. Et puis, alors, le bacon, c'est du la vie, une valeur sûre. Donc, je valide. Alors, effectivement, le pain, il est topissime. Alors, on pouvait dire, il est énorme. Oui, c'est vrai que les tranches sont énormes. Et pourtant, c'est un nuage. C'est servi avec une petite salade mesclin, avec des tomates cerises, et puis une sauce qui ressemble un peu à une mayo, une petite sauce blanche. Voyons. La sauce est très bonne. Et franchement, avoir des tomates mûres,
C'est tellement bon. C'est tellement rare. Bon, bah, je suis content. Alors, très honnêtement, après ce gros sandwich, je n'ai plus faim, hein. C'est normal et c'est rassurant, voilà. Donc, je suis content. Mais j'ai envie d'un dessert et j'ai vu qu'il y avait un cheesecake au chocolat et je me dis: «Pourquoi pas?» Allez. Passons donc au dessert. Petit cheesecake avec des petits morceaux d'Oreos par-dessus. Mmh. Oh, c'est bon. Alors pour le coup, c'est riche en bouche, bien chocolaté, super texture, poil sucré. Mais bon, c'est normal, hein, je sors du détox. Donc ça y est, j'ai perdu mon addiction au sucre, la fameuse. Non, c'est très bon, très très bon. Et voilà, dernière bouchée, ça passe tout seul. Bon bah voilà les amis, c'est fait. Bah honnêtement, j'ai bien mangé. Voilà, je suis content, je suis satisfait, je suis repu. Le cheesecake n'était pas nécessaire, mais il pèse pas parce qu'en fait, il est bien fait, il n'est pas lourd non plus. Mais voilà, si vous n'avez pas un appétit énorme, contentez-vous d'un simple sandwich grillé, ça fera bien l'affaire. Alors, j'ai vu aussi passer les pokés, ils ont une taille tout à fait correcte, classique, donc rien à redire, mais je ne l'ai pas expérimenté, donc je peux pas vous donner mon avis. Sur ce, voilà, c'est une nouvelle adresse à tester. Si vous êtes dans le 5e arrondissement, bah, ne passez pas à côté parce qu'il n'y a pas grand-chose, encore une fois. Donc faites honneur aux établissements qui osent les arrondissements les moins convenus, parce que ça fait plaisir d'avoir du véganisme un petit peu partout. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que je maîtrise plutôt bien. Et vous êtes assez nombreux à me demander régulièrement mes conseils quand vous venez à Paris pour un petit séjour. Quels sont les restaurants que je recommande? Alors c'est vrai que je pourrais vous faire une sorte de top 10 des établissements à surtout pas rater, mais bon, j'aurais tendance à dire que c'est assez faussé, parce que selon le nombre de jours que vous restez dans la capitale, eh bien, vous n'aurez pas le temps de tout voir, tout faire. C'est évident, Paris est une ville riche en termes de culture, d'architecture, de monuments, d'histoire et de restaurants. Donc, à un moment, il faut faire un arbitrage. Donc, au lieu de vous faire un top qui ne vous servirait pas à grand-chose, j'ai plutôt envie de vous donner mes petits conseils par rapport à des lieux à visiter dans Paris et qu'est-ce qu'on trouve aux alentours. Parce que finalement, moi, c'est ma méthode quand je pars quelque part. Je regarde les musées, les lieux à voir, et je regarde les restaurants, et je croise les informations afin d'organiser les journées de manière cohérente pour me déplacer dans une zone, un quartier, et avoir de quoi manger après ou avant ma visite. C'est une histoire d'organisation. Donc, ce savoir-faire, je le mets à votre service aujourd'hui et je vais vous livrer mes recommandations selon certains points d'intérêt que je trouve assez incontournables quand on vient visiter Paris. Je vous préviens, ce sont des lieux très classiques. Ce sont des incontournables, comme on l'a dit. Donc, a priori, quand on vient faire du tourisme dans la capitale française, c'est des choses qu'on a envie de voir, au moins une fois dans sa vie. Quand on habite à Paris, qu'on y grandit, on est un peu blasé et on peut avoir un manque de recul sur l'intérêt des choses. Mais j'avoue, il y a des choses qu'on aimerait bien voir dans certaines villes et je comprends la réciprocité. Donc, on va commencer par Notre-Dame. Et alors ça, Notre-Dame, oui, effectivement, il n'y a pas de quoi se blaser. Sauf que, vous le savez, on a eu un incendie dramatique qui fait que Notre-Dame n'est plus accessible parce que les travaux ne sont pas achevés. Je ne sais pas du tout quand ce sera fini d'ailleurs. Malgré tout, ça reste à l'extérieur un monument de Paris absolument à voir. Surtout qu'il y a une installation avec des podiums devant pour pouvoir s'installer et pouvoir admirer les façades. Et le quartier latin est plutôt cool pour se balader. C'est encore le vieux Paris, vous n'êtes pas loin de la Sorbonne, pas très loin d'Hôtel de Ville.
Bref, Notre-Dame, c'est le centre de Paris. Voilà, c'est le centre absolu, c'est le lieu incontournable quand on passe par là. Et alors, qu'est-ce qu'on mange quand on est à côté de Notre-Dame? C'est une bonne question. Il n'y a pas énormément de choix. Alors, justement, cette semaine, je vous ai présenté un restaurant vegan. C'est juste à côté. Bon, voilà, vous êtes à 10 minutes à pied hein, de l'esplanade vers ce restaurant. Donc ça, c'est mon premier conseil, je ne vais pas revenir dessus. J'en ai parlé juste avant. Ça, c'est un peu le hasard, mais c'est une belle découverte parce que justement, on est juste dans cette zone où il n'y a pas grand-chose. Et alors, encore plus proche et très connu, pour les amateurs plus restauration rapide, nous avons Maoz. Maoz Falafel, c'est une institution à Paris, mais pas que. Hein, on en trouve partout en Europe. Ce sont des falafels dans des sandwichs avec un pain pita et des crudités avec des sauces à volonté. C'est pas cher, c'est roboratif, ça fait plaisir. Quand on est pressé ou qu'on a un petit budget, c'est une bonne idée. Maintenant, ça reste street food, va falloir pouvoir trouver un endroit où se poser. Du coup, le vegan, c'est quand même plus sympa pour s'installer et se relaxer un instant avant de mieux repartir. Mais c'est un choix. On va rester dans l'édifice religieux, le Sacré-Cœur. Alors le Sacré-Cœur, ouais, ça fait partie des endroits que je comprends pas bien, parce que je trouve pas que ce soit particulièrement joli, même s'il y a une prouesse technique sur l'architecture, il y a quelque chose. Mais je sais pas, je suis pas du tout sensible. Mais c'est une question de goût. C'est vrai que ça ressemble plus au Taj Mahal de loin. Mais bon, le quartier de la Butte est vraiment très agréable. Alors c'est escarpé. Il y a un funiculaire pour monter. Je ne le vous recommande pas parce que justement tous les touristes étrangers veulent passer par là. Donc ça coûte un ticket de métro hein, pour juste faire quelques centaines de mètres, mais sans fatigue. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que justement, il y a plein de petites ruelles avec des escaliers qui grimpent et qui nous permettent d'accéder tout en haut. Et là, vous avez un panorama sur la ville gratuit. Et vous avez un édifice qui, ok, n'est pas à mon goût, mais mérite d'être visité aussi. Donc, allez-y, allez-y. Par contre, est-ce qu'on peut manger dans ce quartier? Eh bien, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait strictement rien. Il n'y avait que des restaurants touristes. Et bon, bah voilà, quoi, c'était pas la peine d'y penser. Or, j'ai quand même deux petites adresses plutôt qualitatives à vous proposer. Urban Greener, qui est un petit peu sur le côté, par rapport à, si vous regardez la basilique en face, c'est sur la droite, dans la rue Muller, un peu plus haut. Voilà, de toute façon, vous ouvrez un plan, vous allez la trouver, cette rue, et c'est le seul resto vegan du coin. Bon, Urban Greener, très bon, une cuisine assez créative, des inspirations méditerranéennes, des brunchs, c'est copieux, c'est bien fait, il y a plein de surprises. Je n'y vais pas souvent malheureusement, mais c'est une adresse que j'aime beaucoup, et à chaque fois qu'on a eu l'occasion de s'y rendre, on a vraiment pris notre pied. Donc, allez-y, mais par contre réservez, ça c'est important. Et puis alors la dernière découverte, c'est forcément Sweet Romance, qui est place Saint-Pierre, c'est-à-dire au pied de la butte. Juste d'ailleurs en vue du fameux funiculaire. Donc vous pouvez pas le rater. Entre deux brasseries à touristes, il y a ce resto vegan qui est peut-être même le plus grand restaurant vegan en termes de capacité d'accueil de Paris. Et alors là, bah, tout est délicieux. Voilà. Et j'ai plus tendance à vous suggérer d'y aller pour les brunchs, parce que c'est très copieux, c'est très bon, c'est un bon rapport qualité-prix. Moi j'adore. Donc ça, c'est mes deux recommandations. Mais cela dit, Sweet Romance fait aussi les petits déjeuners, fait aussi les déjeuners, fait aussi les dîners, ils font tout. Et tout est fait maison, donc allez-y. Comment parler de Paris sans parler du Louvre? Alors le Louvre, là, on est dans une situation un peu compliquée, parce que autour du Louvre, qui fait concrètement la rue du Louvre, métro Louvre, Rivoli à Concorde, c'est grand, c'est très grand. C'est compliqué à l'intérieur de pouvoir se restaurer. Mais à l'extérieur, aux abords, il n'y a pas grand-chose. Va falloir se recentrer du côté un peu Châtelet.
Donc plus du côté Louvre-Rivoli, et se décaler. Et alors en se décalant, vous allez retrouver par exemple dans la même rue, donc la rue Mandar, à la fois Cloud Cake, qui fait des petits déjeuners, qui fait aussi des brunchs, qui fait des lunchs. Alors on ne peut pas dîner chez eux. Et là, on est sur une petite cuisine lunch sympa, avec des avocados toast, il y a beaucoup de pâtisseries, des boissons chaudes, il y a des grilled cheese, voilà. Des petites soupes du jour, selon la saison, bien sûr, des salades. C'est vraiment un bon plan, je trouve, parce qu'il y a une bonne qualité pour un truc pas trop cher. Donc j'aime bien cet endroit. Maintenant, c'est pas très grand, donc il y a souvent beaucoup de monde. Et alors, juste en face de Cloud Cake, eh ben, il y a Brice. Alors Brice, là, on tombe dans la bistronomie, dans la cuisine fusion d'inspiration japonaise. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Et pour moi, c'est évident que si vous venez à Paris, il va falloir passer par Brice un moment ou un autre. Parce que sinon, mais pourquoi venir? Pourquoi venir? C'est toujours délicieux, une cuisine vraiment créative, mais qui reprend les codes des traditions et les adapte avec cette idée un peu fusion que j'apprécie tant. Donc, voilà. C'est pas le même budget non plus, c'est pas la même ambiance, mais vous avez le choix. Par contre, ils sont voisins, c'est bon à savoir. Alors là, forcément, moi j'ai tendance à vous dire, n'allez pas par là, ça n'a aucun intérêt. Et à la fois, je comprends qu'on veuille voir ça une fois dans sa vie, mais les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe, voilà. Hein, les Champs-Élysées, c'est des magasins de luxe, des magasins de grosses voitures, et puis de l'autre côté, c'est de la fast fashion et de la junk food de grosses enseignes. Il n'y a rien d'exceptionnel, la plus belle avenue du monde, je ne sais pas pourquoi. Mais, ok, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de savoir, c'est votre droit. L'Arc de Triomphe, oui, c'est vrai que c'est un monument qui est assez impressionnant par son envergure, au milieu de cette place, la place de l'Étoile. Oui, ça se regarde. Maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que je me déplacerai juste pour admirer ce monument. On peut monter en haut pour avoir un panorama, mais c'est blindé de touristes, vraiment. Et puis, c'est pas donné. Donc, bon, j'aurais tendance à dire bof. Mais allez, j'ai compris, vous voulez y aller quand même. Mais vous avez faim. Alors, qu'est-ce que vous pouvez manger dans le coin? Eh bah, encore une fois, pas grand-chose. Alors, sur les Champs-Élysées, il y a rien. Et autour de la place de l'Étoile, bah, non plus. Va falloir remonter un peu plus haut du côté de Wagram dans le 17e. Et là, par contre, vous allez avoir une petite concentration de restaurants dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, comme Moyado pour les burgers. Vous avez le potager de Charlotte, qui est dans la même rue, qui est plus sur une bistronomie légumière de saison, un peu plus raffinée, un endroit un peu plus chic. Plus pour le soir, je trouve, d'ailleurs. Très très bon, je vous recommande. Et puis un peu plus haut, vous aurez Bloom Sushi. Ça, je vous ai fait une vidéo dessus il n'y a pas si longtemps. Et je vous ai aussi parlé de Naked Burger, qui sont quasiment voisins avec Bloom Sushi. Donc voilà, vous avez 4 restaurants vegan dans le même secteur, mais il faudra quand même marcher 15-20 minutes depuis la place de l'Étoile pour accéder à ces restaurants, je vous préviens. Voilà, dans les monuments phares que les gens aiment bien voir, il y a la colonne et le génie de la Bastille. Alors c'est vrai que la place, depuis qu'ils ont fait des grands travaux, elle est plutôt agréable pour flâner, il y a des petits bancs pour s'installer, et on voit bien le monument en soi. Bon, voilà. En gros, moi je passe devant tous les jours, donc je suis vraiment pas impressionné. Mais voilà. Je vous l'ai dit, hein, moi je suis un peu blasé. C'est normal, c'est normal. Qu'est-ce qu'on mange dans ce coin? Parce que le quartier lui-même est sympa dans l'ensemble. Et alors, il y a quelques établissements vegan ou végétariens. Bah, je ne vais pas vous les recommander particulièrement parce que, bon, c'est bon, mais en allant un tout petit peu plus loin, il y a mieux. Typiquement, je vous ai juste sélectionné un Land & Monkey sur Beaumarchais, qui est dans la continuité. Et là, Land & Monkey, vous aurez donc les viennoiseries pour le matin si vous venez tôt. Vous aurez tout ce qui est sandwich pour le midi. Voilà, des petits gâteaux l'après-midi. Bref, ça fait plaisir. Et puis, en allant
Alors là, il faut remonter un peu plus haut, quasiment au niveau du cirque d'hiver. Toujours sur Beaumarchais, vous avez Théorie pour les burgers. Et ça, je vous en parle très souvent, c'est pas pour rien. Par contre, voilà, c'est bien 15 minutes depuis Bastille. Mais ça vaut la peine, ça vaut la peine. Alors maintenant, si vous avez vraiment la flemme et que vous êtes à Bastille, vous n'avez pas envie de bouger, vous avez la Pizza de Nico, qui est un restaurant pas vegan, qui fait des pizzas vegan. Enfin, il y en a une, voilà, qui change tous les 6 mois. C'est correctement fait, c'est bon, c'est pas trop cher, et puis effectivement là, vous n'avez pas besoin de bouger. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors on va passer dans les choses qui me plaisent plus. Hein. Vous connaissez peut-être un peu mes goûts pour l'art funéraire. Et généralement, quand je vais dans une ville, je vais dans son cimetière parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'art funéraire. Et je trouve que ça reflète énormément de choses sur la culture locale, sur les influences. Et voilà, donc je sais, ça ne plaira pas à tout le monde. Cela dit, le cimetière du Père-Lachaise, c'est pas le dernier endroit qu'on visite quand on vient à Paris, normalement. Parce que entre les célébrités qui sont enterrées là-bas et justement le charme atypique de ces jardins macabres, oui, aller au Père-Lachaise, ça me paraît un incontournable. Et en plus, c'est gratuit, bon, sauf si vous prenez un guide. Et voilà, se perdre dedans, c'est absolument génial. Bref, ça ouvre l'appétit de parcourir le Père-Lachaise et ça tombe bien, vous n'êtes pas loin par rapport à l'entrée principale de Impact Berliner Kebab. Voilà. Donc, pour le fameux kebab vegan que j'affectionne tant, c'est à 5 minutes de l'entrée. Et ça, valeur sûre. Une valeur sûre. Bon, par contre, n'allez pas prendre un kebab pour manger à l'intérieur du cimetière. Je sais pas, ce serait pas très classe. Alors qu'il y a d'autres jardins, mais parcs publics à côté du kebab. Voilà. Faites une petite pause, puis vous y retournerez après. Sinon, vous n'êtes pas bien loin de Gangnam Falafel, le fameux resto fusion coréen-libanais. Pareil, on est aussi sur une ambiance un peu plus street food, même s'il y a une terrasse, une petite salle maintenant. Vous avez de quoi vous régaler. Et puis c'est tellement atypique que je pense que ça vaut la peine de marcher 10 minutes de plus, juste pour se poser et goûter ça. Voilà. Il y a un autre endroit qui c'est incontournable si vous y allez dans les bonnes heures, c'est VG Pâtisserie. Ouais, vous êtes à 10 minutes de l'entrée. 10 minutes de l'entrée du Père-Lachaise. Sur le boulevard Voltaire, VG Pâtisserie. Là, vous aurez des viennoiseries, la pâtisserie fine. Vous pouvez vous poser pour prendre un petit café ou chocolat chaud. Enfin, voilà. Il y a de quoi faire. Et même, bien sûr, un peu de restauration lunch pour le midi. Donc, ça peut être une pause gourmande, ça peut être un petit goûter après la visite. Il y a de quoi faire. Mais envisagez-le sérieusement. C'est pas loin. Alors, dans le même goût, il y a un endroit que j'adore et qui ne sera forcément pas du goût de tout le monde, mais ce sont les catacombes de Paris, situées à Denfert-Rochereau. Pour moi, c'est un truc unique qu'il faut voir une fois dans sa vie. C'est spécial. Cela dit, quand il fait très chaud dehors, il fait très frais sous terre. Et si vous n'avez pas peur de l'obscurité et des ossements, je pense que ça devrait vous intéresser, ou au moins vous interpeller. Alors malheureusement, j'ai pas de bonnes nouvelles. C'est que si vous allez dans ce quartier, vous ne trouverez absolument rien. Enfin si, il y a des options au hasard. Mais il n'y aura pas de restaurant vegan, il n'y aura pas de restaurant végétarien, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et oui, et oui, et oui. Et d'ailleurs, je continue dans le secteur de la loose. Si vous allez pour l'autre lieu absolument emblématique de Paris, c'est-à-dire la Tour Eiffel, ah bah là, manger avant, quoi. Ou après, enfin je sais pas. Non, c'est pareil, il y a rien. Enfin, c'est des secteurs assez désertiques. De toute façon, si vous regardez un plan de Paris avec les restos, hein, n'oubliez pas que j'ai une carte. Vous allez sur mon site cardinal.fr, vous avez la carte de Paris en lien, vous la trouvez facilement.
Elle est toujours mise à jour au rasoir chaque semaine, depuis 17 ans maintenant quand même. Profitez-en, c'est gratuit. Et vous verrez que la majorité des restaurants se situent sur la zone qu'on appelle la rive droite, et que sur la rive gauche, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il y a beaucoup moins de choses en fait. Et même si c'est pas exempt de petits endroits sympas et de petites perles, voilà, c'est moins facile, c'est moins courant. Vous n'en avez pas à tous les coins de rue. Alors que si vous allez dans le 10e ou le 11e de Paris, alors là, vous avez pléthore d'établissements pour vous restaurer ou vous faire une petite pause. C'est à savoir, c'est à savoir. Alors bien sûr, ce n'était pas exhaustif, c'était une sélection par rapport à des établissements que j'estime particulièrement qualitatifs. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres et qui sont très bien aussi. Et puis il y a aussi des endroits très qualitatifs qui sont loin de toute activité touristique ou culturelle. Donc c'était pas le sujet. Donc c'est normal si vous les avez pas dans la liste. En revanche, je vais vous donner un conseil ultime pour tous ceux qui veulent venir visiter Paris cet été. Ne venez pas en août. Ah non. Ah bah non. Si vous venez en août, tous mes petits conseils là, vous pouvez certainement, statistiquement, en supprimer la moitié. Car août, c'est vraiment le moment où Paris est une ville morte, où tout le monde part en vacances, part en province, à l'étranger, et vous avez quasiment tout qui est fermé. C'est toujours une catastrophe pour ceux qui vivent, parce qu'au quotidien, ça restreint énormément de choix. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter Paris en se disant « Ah bah c'est chouette, c'est l'occasion », et qui se cassent les dents face à des portes fermées. Donc ne venez pas en août, et si vous avez déjà réservé vos vacances pour venir à Paris au mois d'août, de grâce, renseignez-vous sérieusement sur chaque adresse que vous avez envie de visiter ou tester, pour savoir s'ils sont ouverts ou non et quelles sont leurs périodes de congé. N'y allez pas sans réservation, n'y allez pas sans vérifier. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps et ça va rendre votre séjour bien amer. Voilà, ça, je vous aurais prévenu. Bon, bah du coup, par curiosité, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez envisagé de venir faire un peu de tourisme ou passer des vacances à Paris. Je vous garantis que ça en vaut la peine. C'est pas pour rien qu'on est réputé pour être une des plus belles villes du monde et un des plus gros pôles touristiques mondial. C'est parce que quasiment partout, les gens dans la planète fantasment sur la ville de Paris et veulent la visiter un jour dans leur vie. Et pour y vivre, j'avoue, je comprends. Parce que même s'il y a des villes absolument incroyables partout dans le monde, Paris a une richesse, une densité qu'il est difficile d'égaler. J'aurais tendance à dire que Londres, ça fonctionne bien. Après, ça dépend des goûts. Mais si vous venez à Paris, je peux vous le dire, vous ne le regretterez pas. Allez, il est temps de vous parler une fois de plus de mon partenaire de longue date, Coro.fr, parce que j'ai sélectionné un produit qui n'est pas alimentaire cette fois et qui change la vie. En effet, sur Coro, généralement, on est très focalisé sur les ingrédients, sur les produits bruts, même certaines préparations véganes. Moi, tous les mois, je fais une petite sélection et j'en suis ravi. Mais il y a un espace sur tout ce qui est non alimentaire dans lequel il y a parfois des petits trucs super intéressants. Et là, j'étais intrigué, je me suis dit, allez, je le prends, c'est pas cher. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voici donc de quoi je parle. Un moulin électrique. Un moulin pour les épices. Alors bon, c'est aussi pour le café, mais ça, on va pas aller sur ce terrain. Moudre du café dans un moulin de ce type, c'est pas trop respecter son café. Parce que avec le système d'hélice qui tourne, vous allez chauffer votre grain et la mouture sera pas homogène et va libérer des huiles et donc des défauts. Bon bref, c'est jamais une bonne idée d'utiliser ce type de moulin pour le café, croyez-moi. En revanche, pour les épices, c'est une technologie qui a un grand avantage. Comme vous le savez certainement, moi et les épices c'est une grande passion et généralement j'aime faire mes mélanges à l'ancienne et
c'est dans un mortier que ça se passe. Et effectivement, au quotidien, ça reste un indispensable de la cuisine, pour des petites quantités, pour juste une pincée de cumin et de coriandre que je vais moudre ensemble. C'est parfait. Bref, vous l'aurez compris. Quand on n'est pas dans l'idée de faire une quantité importante d'épices, ça, il n'y a rien de mieux. En revanche, si vous partez dans l'idée de vous faire un mélange d'épices pour créer quelque chose, type un curry, ou ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, un mélange pour chili, eh ben, vous avez envie d'avoir un flacon conséquent et puis pas à chaque fois devoir tout recalculer. Donc, vous allez faire une préparation, tout écraser, tout moudre finement, et puis vous mettez dans un petit pot. C'est logique. Et au mortier, c'est... Ouais, c'est long. C'est pénible. Et en plus, le résultat est souvent pas aussi fin qu'on le souhaiterait. On est très très loin des mélanges d'épices qu'on trouve dans le commerce. Or, ce petit moulin, eh ben, il change la donne. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas bien gros, hein. Et puis, vous avez un pot avec une hélice à l'intérieur et c'est livré avec un deuxième récipient avec une autre forme d'hélice. Donc ça pourrait être intéressant pour un autre usage. Mais pour les épices, n'utilisez pas cette hélice en 4 lames. Ce sera inutile. Utilisez plutôt la double lame qui, elle, est parfaitement adaptée à la situation. Donc pour réaliser mon mélange pour chili, je vais avoir besoin de différentes épices et graines de base qu'on va assembler et mixer. Donc vous allez avoir besoin de paprika fumé, d'origan, d'oignons séchés, du chipotle en flocons, de la poudre d'ail et du cumin. Après, vous verrez que si vous renseignez un petit peu, ça c'est un peu une base, un peu générique, qui donne un goût mexicain. Je pense que ça peut bien vouloir dire. Mais c'est vrai que ça donne une personnalité, donc vous allez pouvoir l'utiliser sur autre chose que un chili. Maintenant, si on regarde, comme je vous dis en précision, on se rend compte que ce genre de mélange, il varie selon les régions, et puis il est très personnel selon les différentes familles. Donc, il n'existe pas une seule et unique recette authentique, la vraie de vraie. C'est comme beaucoup de choses, c'est une illusion. Donc vous pouvez aussi personnaliser, aller un peu plus loin. C'est ce que je vais faire en rajoutant en plus des graines de fenouil. Ça va donner un petit twist à mon mélange. Allez, c'est parti. Donc déjà, paprika fumé, je vais prendre une cuillerée à soupe bombée. Ça va être un peu notre base. Voilà. Ok. Ensuite, de l'origan séché. On va mettre 2 cuillerées à café. Voilà. Ensuite, je rajoute du cumin. Donc là, on va mettre une cuillerée à café bien bombée. De la poudre d'ail. Donc là, on va mettre une cuillerée à café et juste une demi. Voilà. Pour l'oignon, on va en mettre identique. Une cuillère à café et un demi. Alors le chipotle, c'est notre piment, donc ça vous allez mettre ce que vous voulez selon votre goût. Donc, moi je mets une cuillerée et une deuxième, une et demie, allez. Et enfin ma touch, juste une cuillerée à café, hop, de graines de fenouil. On est bon. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à mixer. Donc je mets le couvercle par-dessus et c'est un principe de poussoir. On n'oublie pas de vérifier. On tapote. Ne l'ouvrez pas parce que sinon vous allez avoir des volutes d'épices qui vont sortir. Ça n'a pas l'air mal. Un dernier petit coup pour la route.
Et maintenant, il est temps de découvrir. Et voilà le travail. Je décolle un peu sur les parois en tapotant. Et là, on voit qu'on a une poudre qui est vraiment bien homogène, bien fine, parfaite pour un usage dans nos recettes. Je vous remonte comme ça, vous allez mieux voir le résultat avec la lumière. Vous voyez, on a vraiment une poudre qui est vraiment fluide et sans aucun effort. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était vraiment un game changer. Je suis pas partisan, moi, de m'équiper à outrance juste pour me simplifier la vie, sachant que avec un petit effort, on arrive à faire des trucs vraiment très bien. Mais là, d'expérience, je sais que autant le mortier au quotidien, c'est top pour des petits trucs, que quand on veut faire des mélanges comme ça, ça change vraiment tout. Je suis obligé de le reconnaître. Qu'est-ce que ça sent bon? Alors moi, je m'embête pas. Hein. Je vous ai déjà montré l'astuce, mais je recycle des anciens pots à épices, tout simplement. Et ça me permet de refaire un remplissage avec des épices brutes ou, comme vous le voyez, un petit mélange. Magnifique, hein? Et là, la poudre, elle embaume la cuisine. C'est que du bonheur. Et pour finaliser, je ressors ce truc aussi de chez Coro, dont je vous ai déjà parlé, l'étiqueteuse. Donc là, je viens de faire une petite étiquette que je vais pouvoir coller sur mon flacon et savoir exactement de quoi il en retourne quand je chercherai. Ça, c'est l'erreur. Hein. On fait des trucs, on n'étiquette pas, et puis après on dit, je sais pas ce que c'est, et puis au nez, bon, parfois, voilà. C'est pas plus compliqué. Bon, maintenant, j'ai mon mélange à chili qui est prêt à l'usage quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, quand ça m'inspire. J'ai juste à le prendre et à l'utiliser, et pas juste à faire des micro-quantités, mettre au pilon, et puis me dire, ah, on verra. Non, non. On va gagner en efficacité. Merci donc encore à Coro pour sa confiance et pour son soutien sur ma chaîne. Si vous aussi, vous avez envie de découvrir leurs produits, c'est sur Coro.fr que ça se passe et vous bénéficiez d'une réduction de moins 5% sur vos commandes grâce à mon code Sébastien Cardinal. Voilà, c'est beau, c'est simple, c'est efficace. Et donc, n'hésitez pas, une fois que vous serez sur le site, d'aller dans cette section sur le non-alimentaire. Vous allez découvrir des petits trucs vraiment qualitatifs, assez peu chers, très sobres, mais surtout pratiques au quotidien. J'en fais l'expérience assez régulièrement, mais ça, je voulais vraiment vous en parler parce que même moi, à la base, je me disais c'est peut-être un peu gadget, et en fait, vraiment, mais vraiment pas du tout. Enfin, quand on aime les épices comme moi. Allez, c'est le moment cinéma. Bon, alors, je vais vous parler d'un vieux film, pas du tout d'un truc récent, et même d'un film hyper connu. Je vais vous parler de Da Vinci Code. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce film, c'est une adaptation du roman de Dan Brown, roman à succès, roman que j'ai consenti à lire à l'époque, histoire de savoir qu'est-ce que pouvait être finalement une sorte d'enquête roman de gare, parce que effectivement, très honnêtement, à l'époque de sa sortie, j'étais déjà assez féru de littérature fantastique et autres ouvrages de qualité. Et quand j'ai feuilleté ce livre pour savoir un peu de quoi il en retournait, parce que le sujet me branchait bien, j'ai vu un peu la pauvreté de l'écriture. Et je me suis dit, oh, ouais, c'est un roman de gare, quoi. Voilà, c'est pas bien écrit, c'est pas riche. Voilà. Et je vais essayer. Et j'en suis sorti plutôt satisfait. Parce que justement, la dynamique de ce livre a fait que je suis rentré dedans. Et que sa simplicité d'accès a fait que on avait toujours envie de tourner la prochaine page. Et j'avoue, je m'attendais pas à ça. J'en ai comme tiré une conclusion en finissant le livre. Je dis, ça ferait un très bon scénario pour une série télé ou un film, pourquoi pas, parce que j'ai eu l'impression effectivement d'avoir un chapitrage
de film, tout simplement. Là, je sais pas, j'avais ce sentiment. Et donc, quand le film est sorti, eh ben, je suis allé le voir au cinéma, et ben, j'en étais très satisfait, parce que je trouvais que l'adaptation était très bonne. Alors bon, il y aura beaucoup de choses à redire sur le Da Vinci Code, sur sa symbolique, sur son histoire, sur comment Dan Brown s'est approprié différents mythes, légendes, cultures, interprétations symboliques très très libres. Tout est basé sur, effectivement, le concept d'une enquête suite à un meurtre et qu'un historien américain spécialisé dans la symbolique va se retrouver un peu malgré lui contraint d'essayer de trouver la vérité parce qu'il est accusé du meurtre. Et il est épaulé par la petite fille de la victime. Voilà, on est sur le petit roman policier, ésotérique, un peu simple, mais j'avoue, l'adaptation, elle est prenante. Et c'est 2h20 qui file tout seul, on est dedans. Alors on a un casting américano-français, c'est Tom Hanks qui joue le rôle du professeur Landon, et puis Audrey Tautou qui joue la petite fille, l'inspecteur, c'est Jean Reno, enfin bref. Voilà. J'aime bien ce film, j'ai pas honte de le dire, je le trouve super cool, et même si, voilà, historiquement, symboliquement, ça colle pas, j'aime bien l'idée qu'il y a derrière. Et j'ai eu envie de le revoir, donc avec Laura, on l'a regardé, et bah, du coup, j'avais envie de vous en parler aussi. Voilà. C'est plus une tranche de vie qu'une recommandation, parce que j'ai un sorte d'amour-haine envers le Da Vinci Code. Je vous l'ai dit, c'est un roman que j'ai trouvé assez médiocre dans son écriture et exemplaire dans sa dynamique. L'histoire, l'adaptation est complètement biaisée parce que Dan Brown se sert de tout ce qu'il a sous la main pour son sujet, mais il se repose sur des choses plus ou moins vraies. Du moins historiquement, on a comme des choses à se mettre sous la dent. Et lui, il n'est pas raccord. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, parce que sinon, je vous gâche l'histoire et c'est pas mon but. Si vous avez jamais vu le Da Vinci Code, allez-y, faites-vous plaisir. Le temps d'une soirée, vous allez vous rendre compte de tout ce que je vous dis, si vous avez quelques connaissances en symbolique. Bref, j'arrête là, mais j'aimerais bien avoir votre avis, autant sur le roman que sur le film. Est-ce que vous aussi, vous avez été dans cette hype de l'époque, de cette Da Vinci Code mania, qui a été effectivement un monument du genre, pour qu'un petit bouquin fasse autant de bruit. Je crois que j'en ai pas entendu parler d'un phénomène aussi palpable depuis le 50 nuances degrés. Mais bon, voilà, on reste quand même sur des romans, ouais, des romans de gare. Et il n'y a rien de mal à ça. Il en faut pour tout le monde. Bah, vous savez quoi? Ça fait plusieurs semaines que je me dis que j'ai envie d'un hot dog et que j'en fais pas. Ah, j'en fais pas parce que j'avais pas de saucisse adaptée et que bah, j'en trouvais pas particulièrement sur mon chemin. Et puis bah, le hasard de la vie, comme toujours, hein, on est passé à la petite affaire, le fameux magasin de déstockage alimentaire où on va couramment, et il y avait toute une gamme de produits de chez Unconventional, dont des saucisses que j'ai jamais goûtées. Et quand j'ai vu la tête, je me suis dit, ça, pour un hot dog, c'est parfait. Donc, il n'y avait plus qu'à acheter du pain et puis réfléchir à une recette qui me fera plaisir. C'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à me mettre à exécution et partager ça avec vous.
Oh, et nous y voilà les amis. Alors oui, hein, je fais pas dans le petit hot dog crudité léger. Hein. La salade de pommes de terre avec les pickles de betterave pour donner un petit peu d'acidité et rééquilibrer. Le pain qui va bien, bref. Je pense que ça te fait un vrai repas. Hein. Allez, maintenant, il faut savoir par où le mordre. Par là. Ah, c'est coquin. En fait, la salade de pommes de terre froide, comme ça, dans le pain, écrasé, ça donne une sensation presque de houmous. Sauf que c'est pas tout à fait les mêmes arômes, heureusement, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Et avec cette mayo qui est boostée au genièvre et au carvi, ça explose en bouche en termes de saveur. Ça dénote très profonde, assez florale, par moments, et un peu fruité. Enfin, genièvre, c'est particulier. Hein. Je vous rappelle, c'est le goût du gin, pour ceux qui ne le savaient pas. Et ça se retrouve sans le côté alcooleux. C'est délicieux. Et j'aime bien hein, les pickles de betterave. Alors oui, effectivement, ça se trouve pas n'importe où. Il faut aller dans les épiceries, où il y a des trucs un peu exotiques. Là, c'est anglais. Vous pouvez mettre n'importe quel type de pickles qui vous aurez sous la main. Au pire, des cornichons, plutôt aigre doux pour pas aller trop loin, garder un peu la sucrosité. Mais ça fonctionnera aussi. Je reviens sur cette fameuse saucisse unconventional. Son goût est très bien. Sa texture est aussi très réussie. Donc oui, c'est une bonne saucisse. Voilà, c'est pour la petite blague. Cela dit, n'importe quelle saucisse de n'importe quelle marque fera aussi bien le boulot. Voilà, bon, je n'ai plus qu'à manger tranquillement. Et j'espère que ça vous aura donné envie de faire vous aussi un hot dog, pas comme les autres. Et voilà les amis, ça c'est fait. Ce journal s'achève. Alors n'oubliez pas que ce week-end, si vous regardez la vidéo voilà, à sa sortie, ce week-end c'est le Smile Vegan Festival à Paris, à la Villette. Alors je n'y serai pas cette année pour la première fois, je ne peux pas m'y rendre, donc ne me cherchez pas. Voilà. Mais si vous avez envie de participer à un événement vegan, eh ben c'est cool. Donc n'hésitez pas à vous y rendre vous. Il y a plein de choses à goûter, des stands, des conférences, des démos culinaires, des ateliers. Il y a plein de choses. Je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos pour que vous alliez voir le programme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter? Bon, c'est tout. Je trouve que c'est déjà bien. Donc n'hésitez pas à me soutenir de toutes les manières possibles. Voilà. Franchement, ça aide, hein, l'abonnement. Enfin, je vous dis ça, vous le savez, je pense. Non, mais ça aide vraiment. Ensuite, portez-vous bien. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!